Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Positive Future qui aujourd'hui aura pour conférencière la docteure Fabienne Goubaud-Dimon. Un petit mot d'abord pour vous rappeler ce qu'est Positive Future. Positive Future vise à montrer concrètement qu'un autre monde est possible et que nous pouvons construire un futur autre que les projections sinistres et dystopique qu'on nous renvoie constamment, un futur positif. Nous ne cherchons pas à nier les problèmes, au contraire, mais nous pensons qu'il vaut mieux se battre pour quelque chose et que pour cela, il faut savoir non seulement ce qu'on cherche à éviter, mais où on veut aller. Positive Future encourage donc la diffusion de visions concrètes de ce que pourrait être un futur positif et viable, en s'appuyant sur la science et les travaux de prospective. En particulier, Positive Future organise un concours d'histoire du futur, un concours ouvert à tous et à toutes et doté d'un premier prix de 10 000 euros. Je sais que nombre d'entre vous qui écoutent vont concourir et c'est d'abord pour vous que nous organisons cette série de webinaires qui vont vous apporter de la matière à penser. Et quand je dis nous, je parle des organisateurs de Positive Future, l'Institut d'études avancées de Paris dont je suis le directeur, Sadi Lalou, la Fondation 2100 qui rassemble les meilleurs prospectivistes français et l'Institute for Future Studies de Stockholm dont les travaux sont bien connus. Je vous encourage à aller voir sur le site de positivefuture.org que vous voyez normalement à l'écran et dont je mets l'adresse en exergue. Je vous encourage à aller voir sur ce site positivefuture.org, positive-future.org, le règlement du concours. Je vous rappelle brièvement le thème de cette année, c'est la ville en 2100. Les participants devront proposer un récit montrant en arrière-plan une vision à la fois crédible et originale d'une ville agréable à vivre en 2100. L'histoire peut porter sur tout ce que vous voulez, mais elle doit se dérouler dans une ville future agréable à vivre. Le concours est ouvert à toutes et à tous, quelle que soit la nationalité, l'âge ou la profession. Les propositions peuvent être réalisées individuellement ou en groupe. La date limite de dépôt des propositions, c'est le 31 mai 2021. L'ouverture de la plateforme pour le dépôt, c'est début avril 2021 et la remise des prix se fera à Paris, à l'Institut d'études avancées de Paris, en septembre 2021. Les récits peuvent se présenter sous les formats suivants, articles de journal, nouvelles ou scénarios, vidéo ou court-métrage de 10 minutes au plus, bande dessinée, roman graphique, et des prix seront décernés dans toutes les catégories avec un premier prix de 10 000 euros pour le meilleur. Vous trouverez donc sur le site Positive Future non seulement le règlement détaillé du concours, mais aussi des ressources scientifiques qui sont disponibles dans la rubrique Matière à penser. Et en complément, l'équipe de Positive Future propose au fil des mois des événements scientifiques, des webinaires, des conférences en ligne pour nourrir la réflexion des participants au concours et d'ailleurs de tous ceux qui sont intéressés au futur positif. Et donc, ceci est le tout premier webinaire de cette série. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Fabienne Goubaud-Dimon, qui est la directrice de l'Institut Projection, qui va nous faire une conférence sur le thème « La ville, espèce dominante, nature et avenir du phénomène urbain ». Alors, Fabienne Goubaud-Dimon est docteur en sciences sociales. Elle a fondé Projective, avec un G, le centre d'études, de recherche et de conseil en prospective qui existe depuis 1995. Elle a présidé la World Future Societies Federation, elle a présidé la Société française de prospective, elle a occupé la chaire de prospective, innovation et capital immatériel de Polytech Angers. Elle mène en parallèle une carrière de conférencière internationale et ses travaux de recherche après la grande transition se portent aujourd'hui sur le modèle de développement X.0. Fabienne est également membre du conseil scientifique de Positive Future, ce qui est un grand honneur pour nous, et elle est donc particulièrement qualifiée pour nous parler non seulement de prospective en général, mais encore de la ville, qui est le sujet du concours Positive Future de cette année. Elle va aborder des questions comme qu'est-ce que la ville, quelle est sa nature intime, quelle est cette concordance entre la ville et nous les humains, est-ce qu'elle n'est qu'un simple artefact, un construit ou un reflet de nous-mêmes, de nos espoirs, de nos peurs, de nos ambitions, un reflet qui lui donnerait une âme, alors qu'une grande transformation de Green Recovery se prépare enfin, quelle place y tiendra la ville et sous quelle forme? C'est ce que Fabienne va nous décrire en 40 minutes à peu près, et après vous aurez le temps de poser vos questions directement par l'intermédiaire du site. Et Simon, qui est là, Simon Luc, le directeur scientifique de l'Institut d'études avancées de Paris, va nous les transmettre et Fabienne y répondra. Fabienne, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je te donne la parole et écoutons tous. Merci beaucoup, Saïdi, pour cette introduction. Écoutez, je me réjouis d'être avec vous ce soir parce que
nous allons parler d'un des objets les plus étonnants qu'il soit donné à un chercheur d'observer, d'étudier, d'enregistrer presque, parce que c'est un objet changeant, variable. Et j'ai choisi de vous présenter ce soir, pour une fois, en ne vous parlant assez peu du futur, puisqu'en réalité, c'est vous, à travers vos réponses à ce concours, qui allez parler du futur. Donc, je ne veux surtout pas vous orienter, mais je voudrais vous donner quelques pistes pour vous aider à comprendre finalement ce que c'est que cet objet urbain extrêmement curieux, extrêmement étonnant. Et pour ça, je vous propose bien de regarder le prédit suivant que je vais vous commenter. Tout d'abord, je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur finalement où en sommes-nous aujourd'hui du phénomène urbain. C'est sans doute la première question que nous avons à nous poser. Et à cette première question, eh bien, je répondrai en vous montrant en 1950 où nous en étions de cette conquête de la ville. Vous voyez qu'à cette époque, la majeure partie du monde est essentiellement rurale, c'est-à-dire que les gens vivent dans des villages plutôt que dans des villes. Si vous regardez maintenant un siècle après, vous voyez à quel point le changement a été radical. Désormais, c'est plus de 2/3 de la population mondiale qui vivra dans des villes. Donc, vous voyez que nous sommes là en face d'une révolution absolument majeure dans notre histoire. En 2007, pour la première fois, un humain sur 2 sur cette planète vivait dans une ville. En 2019, ils seront presque 56%, enfin ils ont été 56%. En 2050, 70%. Donc nous avons en face de nous un phénomène urbain qui est en pleine expansion. Et pourtant, la croissance de la population urbaine, c'est-à-dire le rythme auquel cette population s'accroît, eh bien, est en train de commencer à baisser. Nous sommes passés de quasiment 3,2% en 63 à 1,8% en 2019. Et vous voyez dans cette nouvelle carte où les petits points verts figurent globalement une croissance qui est de moins de 1%, vous voyez que quasiment tous les pays du Nord et une bonne partie déjà des grandes villes de l'Amérique latine et du Japon sont déjà passés à un taux de croissance relativement faible. Vous avez ensuite tous les points jaunes qui sont vraiment les points où là vous avez encore moins de population, on est à moins de 3% de taux de croissance par an. Et puis les derniers petits points oranges qui sont situés essentiellement en Afrique sont là sur un petit peu plus de 3% par an. Donc vous voyez que nous sommes arrivés en bout de course, une sorte de cycle où nous avons connu une expansion absolument phénoménale pendant un peu plus d'un siècle, et puis cette croissance commence à se tasser. Alors évidemment, vous allez me dire, une fois que l'essentiel de la population de la Terre sera dans les villes, par définition, effectivement, cette croissance va singulièrement se tasser. Et effectivement, nous ne sommes pas loin d'arriver dans cette situation. Alors, c'est sans doute le bon moment, finalement, pour nous interroger sur la ville et sur ce à quoi nous allons devoir faire face dans les années à venir. Mais avant de commencer par les années à venir, laissez-moi tout d'abord vous emmener dans les années passées, voire les millénaires passés. Et je me propose pour ça de vous emmener très loin dans le temps, au tout début de l'urbanisation, pour essayer de comprendre la biodiversité de la ville. Je dis biodiversité parce que la ville n'est pas née un beau jour dans un seul endroit, d'où elle se serait progressivement étendue, comme l'a fait l'espèce humaine. Non, la ville en réalité est apparue sous diverses formes,
motivés par différents facteurs, comme dans certains endroits le facteur religieux, dans d'autres l'amélioration des techniques agricoles, dans l'autre la nécessité de l'irrigation, etc. Et ces différents modèles sont nés peu ou prou en même temps, en tout cas globalement au cours de l'Antiquité, et ont évolué de manière très diverse, vous allez le voir. Mais commençons tout d'abord, et je propose de vous emmener dans la première partie de ces villes, la toute première ville, qui avait une forme très différente de celle d'aujourd'hui. C'est ce que je vais appeler la ville monobloc. La ville monobloc, c'est un espace continu où les maisons sont à côté, sont dressées littéralement les unes à côté des autres. Il n'y a pas d'espace public, donc il n'y a pas de rue. On circule à l'extérieur ou alors on circule sur les toits sur lesquels on monte à travers des échelles. Et puis à l'intérieur, eh bien, on passe éventuellement par des corridors. Mais dans un premier temps, tout va se faire, vous allez le voir, par les toits. Le lieu qui est choisi pour établir cette ville est d'abord un lieu fonctionnel. Il est en hauteur, il permet de maîtriser l'environnement extérieur, et puis c'est aussi un lieu sur lequel on va pouvoir cultiver, faire paître des animaux, où bien évidemment il y a de l'eau à proximité. Et enfin, les cultes rendus sont déjà des cultes religieux, mais une particularité de cette époque, c'est qu'on va inhumer les personnes décédées sous le sol, en fait, des maisons dans lesquelles elles ont vécu. Donc, à cette époque, nous n'avons pas encore externalisé la mort d'une certaine manière. Donc, nous allons retrouver cette ville monobloc. Eh bien, tout d'abord, là où elle est née, c'est à Çatalhöyük. Çatalhöyük, en Turquie, vers environ moins 7500, certains disent moins 8000, d'autres moins 10 000. Vous savez, à l'époque, c'était assez vaste, mais en tout cas, ça remonte à cette période-là où nous avons les premiers signes de cet habitat, et vers l'apogée, vers moins 1600, eh bien, nous allons avoir une ville qui va faire plusieurs milliers d'habitants déjà et qui va s'étendre sur 13 hectares. Et vous le voyez à travers cette reconstitution, eh bien, toutes les maisons sont vraiment à côté les unes aux autres. En réalité, bon, ce qu'on voit assez mal ici, mais on construisait, à chaque fois qu'on construisait, on ne construisait pas 4 murs, mais seulement 3. C'est-à-dire qu'on s'appuyait littéralement sur le mur qui était déjà préexistant. Et donc, ça nous donne cette espèce de forme urbaine extrêmement serrée, extrêmement tassée, sans porte, où en fait, on passe continuellement par les toits et par des échelles pour se mouvoir le long de cette ville. Alors évidemment, c'est une ville qui est relativement bien protégée. Il suffit de remonter les échelles et on est plutôt à l'abri. Alors, ce modèle urbain, on va le retrouver bien milliers d'années plus tard, si j'ose dire, notamment en Mésoamérique, à travers ce qu'on appelle le Cliff Palace, qui est un lieu dans lequel vous voyez sous un socle rocheux, enfin sur un socle rocheux et sous un aplomb, eh bien les Anastasides ont construit un bâtiment qui fait 88 mètres de long, sans aucune rupture. Là encore, tout est serré les uns à côté des autres. Là encore, on monte on monte par des échelles, on se déplace sur les toits et cela s'étend sur 27 mètres en profondeur, notamment sous la roche, 4 étages, quasiment 200 pièces, du moins de ce qu'on a pu retrouver, mais là encore, c'est très approximatif. Et la grande interrogation que nous avons sur cet espace, c'est le nombre d'habitants qui ont pu y vivre, et surtout le fait qu'on a retrouvé très peu de traces de foyers, seulement 30, ce qui interroge vraiment sur sa signification. Mais déjà, c'est un lieu où on commençait à creuser des kivas. Les kivas sont des pièces enterrées qui peuvent faire de 5 mètres de diamètre jusqu'à 18 mètres de diamètre, et dans lesquelles, eh bien, au début, des familles se tenaient, puis progressivement, elles ont eu un rôle cérémoniel qui permet de dire que déjà à cette époque, on avait des traditions qui existaient. Alors, ceci dit, quand je dis à cette époque, ici, à Mezzaver, dans le Mezzaverde, nous sommes déjà au XIIe siècle, après Jésus-Christ. Donc, on est déjà dans une époque tardive. Vous voyez que néanmoins, on a ce même style de ville qui est cette ville vraiment à côté, cette ville monobloc.
Ensuite, on va avoir un deuxième type de ville qui va apparaître, alors, qui est un type de ville très curieux. Aujourd'hui, nous ne dirions sans doute pas une... Là encore, ça nous interroge sur ce que c'est que finalement la ville, et vous remarquerez que sciemment, je ne l'ai pas défini. C'est ce qu'on va appeler le monumental non urbain. Alors, ce monumental non urbain, c'est un bâti continu, là encore, alors, continu, c'est-à-dire comme un palais, par exemple, mais cette fois, il est doté d'espaces publics, très, très clairement, parce qu'il y a des espaces publics, désormais, il y a des portes qui donnent sur ces espaces publics, et le lieu n'a pas été choisi pour des raisons de fonctionnalité, mais pour des raisons symboliques. Alors, la ville type qui incarne ce monumental non urbain, eh bien, vous le voyez ici, c'est Pueblo Bonito. Pueblo Bonito est en Mésoamérique, globalement sud-ouest des États-Unis, sur les territoires Hopi, et elle apparaît en fait au 8e siècle de l'ère chrétienne. Elle va très vite devenir un ensemble absolument énorme, rayonnant à des milliers de kilomètres. Et là encore, nous ne savons pas exactement combien de personnes y vivaient. Ça part de quelques centaines jusqu'à des milliers d'habitants. On a très peu de documentation aujourd'hui sur Chaco Canyon, où se trouve Pueblo Bonito. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit d'une immense conurbation. Donc tout le long d'un canyon qui globalement devrait regrouper à peu près 30 000 habitants. Et vous avez d'un côté les villages où il y a toujours les habitants qui vivent, qui sont soit troglodytes, soit des bâtis. Et puis vous avez ces ensembles monumentaux absolument extraordinaires, d'un niveau de sophistication difficilement imaginable, à la fois par les techniques de construction. Vous voyez ici qu'il y a 32 kivas, il y a 4 à 5 étages en moyenne, tout ça s'étend sur un peu plus d'1 hectare. On a déjà 800 pièces. Et le plus intéressant, c'est que vous avez une partition nord, sud, est, ouest, sur laquelle on va littéralement projeter un calendrier. Alors sur le mur nord, on va projeter un calendrier solaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant du jour, eh bien, on sait quelle heure il est. Et sur le mur ouest, eh bien, on va projeter cette fois un calendrier annuel sur lequel on va voir indiquer les solstices, les grandes périodes de culture, etc. Donc, on est en présence d'un lieu dans lequel il y a déjà un savoir intellectuel de l'astronomie, des mathématiques, de l'architecture d'un très haut niveau. Mais une fois encore, il n'est pas urbain dans la mesure où les villages continuent de fonctionner autour. Alors, des bâtiments comme ça, vous en avez un certain nombre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ni la ville monobloc, ni cette non-ville monumentale, finalement, ne vont constituer le modèle dominant. Celui-ci, au contraire, va être fondé sur un bâti discontinu, un espace public circulant, c'est-à-dire où il est possible de se déplacer aisément d'une maison à l'autre au sol, donc des portes, des maisons individuelles, c'est la fin des couloirs, des corridors, des tunnels que l'on a vu précédemment. Cette évolution est progressive, c'est-à-dire qu'elle commence avec des villages qui vont progressivement se transformer en villes, et surtout, elle va générer une structuration sociale extrêmement forte. Donc, ce modèle dominant, il va commencer alors, partout en Europe, au moment du néolithique, où on connaît donc tous ces ensembles de villages avec des maisons qui sont de taille relativement modeste par rapport à d'autres cultures, c'est-à-dire que c'est une taille de 5 à 10 personnes maximum vivant ensemble, et qui va d'ailleurs progressivement se réduire. Donc, on va très vite avoir des maisons presque individuelles, n'exagérons rien, mais pas loin. Et là, on est en 3000 avant Jésus-Christ à peu près. Et on va arriver très vite à cette ville extraordinaire que vous avez sous les yeux. C'est la première ville moderne, d'une certaine manière, c'est Uruk en Mésopotamie. Cette fois, nous sommes à peu près au 4e millénaire avant Jésus-Christ, et dès 3000 avant Jésus-Christ, vous avez 200 hectares qui sont occupés. Donc vous voyez tout de suite le saut extraordinaire que l'on a fait. 300 hectares. On a des dizaines de milliers d'habitants qui vivent là. On a dit jusqu'à 80 000 habitants auraient vécu à Uruk.
Et bien évidemment, quand vous avez autant de personnes à gérer, eh bien, vous développez une organisation. Et à Uruk, cette organisation va très vite se transformer en administration, qui va nécessiter de la comptabilité. On va inventer des sceaux pour marquer les propriétés, pour indiquer. Et puis le sceau n'étant pas suffisant de très loin, eh bien c'est là que va naître l'écriture cunéiforme, qui va être la première forme d'écriture, du moins dont nous avons gardé la trace. Uruk va devenir très rapidement une ville-État. Vous avez sans doute entendu parler d'un de ces rois prêtres les plus fameux, qui est Gilgamesh. Et c'est à Uruk que vraiment l'institution étatique va se développer, le pouvoir, les différentes figures du guerrier, du héros, du savant, du commerçant aussi. Cette ville qui va finir par, évidemment, vous le voyez tout au fond, hein, se doter de remparts, se protéger du reste du monde. D'autres cités analogues vont être construites. Progressivement, elles vont entrer en compétition les unes avec les autres, elles vont établir des colonies et vous avez déjà les prémices de ce que seront les futurs empires, l'empire romain notamment, l'empire d'Alexandre, etc. Knossos est un type un petit peu particulier de ville dominante, puisque vous voyez que, et on voit un petit peu mieux que dans l'image précédente, que comme Uruk, il y a un palais central, c'est là où se trouvent les instances dirigeantes, ceux qui gouvernent, mais aussi ceux qui stockent la nourriture, accessoirement, et qui plus tard vont se dire incarnation des dieux pour légitimer leur pouvoir. Et vous voyez qu'en contrebas, eh bien, vous avez déjà ce qui va devenir plus tard la ville basse, là où sont les autres. La particularité de Knossos, outre son volume, hein, 1300 pièces, plus de 100 000 habitants, répandus sur 1000 hectares, et simplement en 1700 avant Jésus-Christ, donc globalement un peu plus d'un siècle, d'un millénaire après Uruk, eh bien, sa particularité, c'est qu'il n'y a aucun système défensif. Ce qui peut laisser imaginer que soit, eh bien, vous savez que Knossos est sur l'île de Crète, donc parce que c'est une île, il n'y a pas de système défensif directement sur la ville, mais elle est plutôt autour de l'île, soit parce que eh bien, les autres villes, les autres cités plutôt autour de Knossos, eh bien, faisaient office de rempart. Mais vous voyez que déjà, nous sommes dans des systèmes complexes, avec des architectures extrêmement développées, élaborées, sophistiquées, et des systèmes politiques qui sont à l'image de cette évolution. Donc nous sommes bien là en face d'un modèle qui va devenir le modèle dominant, qui va vraiment rayonner ensuite sur l'ensemble du monde, et on verra progressivement disparaître la ville monobloc, la ville monumentale non urbaine, qui vont vraiment s'effacer au profit de ce modèle dominant. Alors cette ville quasiment moderne de l'Antiquité, eh bien, elle, à son tour, va disparaître après avoir connu un pic, après s'être étalée, être vraiment devenue gigantesque, les premières mégacités. Eh bien, à la fin de l'Empire romain, vers 450 après Jésus-Christ, eh bien, nous allons avoir une disparition de ces très grandes villes et nous allons retourner au village, du moins en Europe, jusqu'à l'an 1000 à peu près, où on aura vraiment, les villages vont se répandre partout, enfin dans toute l'Europe. Nous n'aurons plus de très grandes villes, il va y avoir une fracturation, si je peux dire, des villes anciennes. Et il va falloir attendre finalement eh bien, l'industrialisation fin du 18e, début du 19e, pour qu'à nouveau reparte cet élan extraordinaire vers les mégacités, l'élan que nous voyons toujours aujourd'hui. Alors voilà à peu près pour l'histoire, globalement, la grande dynamique de la ville. Maintenant, cette dynamique, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre tout d'abord la partie émergée de l'iceberg, si je peux dire. C'est-à-dire que ce système ville est construit en réalité sur 5 grandes caractéristiques. La toute première de ces caractéristiques, bien évidemment, c'est l'espace physique. Une ville est toujours posée sur un territoire. Elle n'est pas encore sur mer, sur terre, quoiqu'encore, elle serait toujours posée sur un espace. Mais là, elle est vraiment ancrée au sol. Elle est sur un territoire qui dispose de ressources, avec des écosystèmes naturels, avec des reliefs, très souvent avec de l'eau circulante, avec un climat qui est spécifique et qui la marque. Sur cet espace physique, vous avez une population. Et cette population construit un bâti,
un bâti qui peut être comme la ville haute que vous voyez ici sur la partie supérieure, ou au contraire des villes basses, ou une ville très dense, ou une ville plutôt éparse, dispersée, dotée de beaucoup d'infrastructures, ou au contraire peu dotée. Mais voilà, globalement, un espace physique, une population, un bâti. Grâce à ça, des flux. La plupart des villes ont besoin de faire entrer dans la ville des flux de marchandises, des flux de services, voire des flux de population qui, bien évidemment, en sortent aussi. Et tout cela génère de l'activité qui permet à la ville de se développer. Donc voilà pour l'extérieur, ce que vous savez tous au demeurant, je ne vous ai rien appris là. Mais peut-être que ce qui vous est moins familier, bien que, là encore, vous connaissiez l'ensemble de ces éléments, mais peut-être pas la vision systémique que j'essaye de vous présenter ici, c'est que finalement, cette ville fonctionne sur un certain nombre de principes. Et nous avons hérité du RUC, mais quasiment de Çatalhöyük aussi, nous avons hérité au moins 4 fonctionnalités précises. Tout d'abord, l'organisation. La ville est un espace organisé, avec des pouvoirs, avec des centres, avec des structures. La deuxième chose, c'est qu'elle est composée d'espaces d'échange. Elle est faite pour échanger. Il y a toujours des places de marché, il y a des boutiques, il y a des accords qui sont passés, des protocoles d'échange. On a des monnaies pour faciliter cet échange aussi. Donc l'échange est une composante extrêmement forte de la ville. Ensuite, l'espace symbolique. La ville a une dimension symbolique extrêmement forte. Alors évidemment, vous la voyez aujourd'hui à travers, par exemple, Paris et la symbolique de la Tour Eiffel, ou Las Vegas et ses casinos, ou peu importe. Mais à chaque fois, vous avez un symbole qui vous rappelle la ville. Alors, ce dont je viens de parler, ce sont des symboles modernes, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu les portes qui sont ici, qui figurent les portes d'Ishtar, la fameuse entrée de Babylone. Mais du temps aussi de nos anciens, du temps de l'Antiquité, nous avions cette même symbolique extrêmement forte. Mais la symbolique n'est pas seulement j'ai presque envie de dire, dans un bâti culte, comme le phare d'Alexandrie ou le colosse de Rhodes, mais le symbolique est aussi dans le tracé de la ville, dans la manière dont il est organisé, dans sa séparation entre l'Est et l'Ouest. Vous savez par exemple que dans les cités romaines, dans les cités égyptiennes de l'Antiquité, eh bien, les morts étaient toujours localisés à l'ouest. Les pyramides sont à l'ouest du Nil et les lieux de vie étaient à l'est, par exemple. Donc, vous avez toute cette dimension symbolique qui est extrêmement forte et que nous gardons aujourd'hui, même si elle est beaucoup plus cachée qu'elle ne l'était à l'époque. Et enfin, nos espaces sacrés, qui ont été vraiment les espaces qui ont constitué la ville, c'est-à-dire les tout premiers espaces publics, en général d'immenses places sur lesquelles avaient lieu les défilés sacrés, les cortèges, etc. Eh bien, comme ils sont un peu moins sacrés aujourd'hui, mis à part les Champs-Élysées lorsqu'il y a des défilés, eh bien, sont transformés en espaces festifs. C'est là où nous avons eu des balles populaires, où nous avons des lieux d'échange, où nous avons des spectacles, voilà, c'est tout ça qui constitue aussi la ville et qui en est une dimension forte. Alors évidemment, vous avez des espaces fonctionnels, qu'ils soient mixtes ou qu'ils soient zonés, comme on les fait souvent. Vous avez des espaces verts, etc. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est de comprendre qu'il s'agit bien d'un système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une ville fonctionne, il faut bien évidemment qu'il y ait ces espaces fonctionnels, il faut qu'ils soient capables de générer une économie, mais il faut aussi qu'il y ait une agriculture qui puisse arriver jusqu'à la ville et suppléer. Donc on parle souvent de ville versus campagne, alors qu'en réalité, ce trait d'union entre la ville et la campagne est absolument essentiel, puisque sans la campagne pour nourrir la ville ne peut plus exister. Et ça, on l'a vu dans nombre de villes qui ont été désertées parce que les campagnes alentours ne pouvaient plus les nourrir, notamment au Chili, au Pérou, dans les anciens empires Maya, Aztèques, Toltèques. Mais aussi,
la nécessité d'être attractives. Si les villes anciennes étaient attractives pour des raisons essentiellement religieuses, des grands centres religieux ou intellectuels, hein, comme Bagdad en son temps, eh bien aujourd'hui, nous attirons toujours, parce qu'il y a des universités, par exemple, c'est l'attractivité des étudiants, ou nous attirons parce que nous avons des événements phares qui permettent d'attirer, ou encore parce que le lieu est agréable et qu'on vient y faire du tourisme, ou parce qu'il y a des spots de loisirs. Mais cette attractivité, c'est en quelque sorte la connexion au monde. C'est une manière pour la ville de n'être pas fermée sur elle-même, mais d'être constamment dans l'ouverture au-delà de sa simple fonction économique. Et puis enfin, eh bien, nous avons tout ce qui est contrôle. C'est non seulement la loi, le politique qui va gérer la ville, mais aussi la manière de prendre en compte ses habitants. Ce sont les entrées de ville qui aujourd'hui permettent d'accéder à la ville, qui disent quelque chose de la qualité de la ville. Une entrée de ville qui est sale, dégradée, ne va pas être très, très attractive. Au contraire d'une entrée de ville qui d'emblée vous fait un effet waouh, si je peux le dire comme ça. Vous avez un suivi, d'une certaine manière, de ceux qui s'installent dans la ville. Vous savez que pour vivre dans la ville, eh bien, vous allez devoir payer des taxes pour y travailler, vous allez devoir payer d'autres taxes, vous allez devoir vous plier à des contrôles, vous avez des questions de sécurité. Donc, tout cela, c'est cet aspect très fortement contrôlé, organisationnel, administré, policé, qui va faire aussi cette ville. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces aspects-là que vous connaissez. Je voulais juste que vous ayez bien en tête cette dimension extrêmement forte, extrêmement importante de ces multiples composantes de la ville qui en fait sont ce qu'on appelle dans notre jargon prospectiviste des variables structurelles et qui en s'interconnectant les unes avec les autres, en s'influençant mutuellement, créent un écosystème qui fait que vous ne pouvez pas juste créer un nouveau bâtiment sans penser à l'ensemble des interactions avec lesquelles il va entrer dès qu'il va être construit. Vous ne pouvez pas juste mettre un pont ou supprimer un pont sur un fleuve sans une fois encore prendre en compte l'ensemble de ces aspects. Mais il y a un aspect qui nous est très difficile de prendre en compte parce que nous ne le maîtrisons pas. C'est la raison pour laquelle finalement nous sommes attachés à une ville. Alors bien sûr, on pourrait dire que ce sont pour des questions tout à fait rationnelles. Par exemple, des questions d'attractivité. S'il y a de l'emploi, s'il y a des services, si la qualité de la vie est bonne, que le cadre de vie est particulièrement joli, ou alors qu'il y a un tropisme, le soleil ou l'eau, bref, une bonne raison pour pouvoir aller dans cette ville. Mais en réalité, nous savons, vous et moi, qu'il y a d'autres choses, qu'il y a une dimension affective extrêmement forte, que nous avons le sentiment d'appartenir à une ville, qu'il y a une concordance quelque part qui s'installe avec la ville, qu'il y a de l'émotion dans notre rapport à la ville. Et nous le voyons bien quand nous voyons des favelas dégradées avec des incivilités, de la violence, comme l'image du haut et cette même image après des travaux d'urbanisme, où d'un seul coup, eh bien, le taux d'incivilité, le taux de délinquance s'est effondré, où les citoyens, enfin les habitants se sont reconnus comme des citoyens et ont créé des organisations et se sont autogérés et essaient d'entretenir d'un seul coup ces nouveaux quartiers. Eh bien, on voit bien qu'il y a une relation à la ville qui n'est pas que fonctionnelle, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, de l'ordre de l'émotion, de l'engagement aussi, de l'ordre du vivre ensemble aussi. Alors, ce modèle urbain dominant, ce qu'il nous montre, c'est que, comme tout système, il est supérieur à la somme de ses parties. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions à l'intérieur que nous devons absolument maîtriser pour pouvoir essayer d'améliorer ce modèle et d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi intéressant? Parce que quand nous commençons à explorer l'imaginaire de la ville, eh bien ce que nous voyons essentiellement depuis presque une cinquantaine d'années, voire un peu plus, c'est un aspect de la ville qui ne nous plaît pas vraiment, mais qui est souvent mise en exergue, c'est la ville déshumanisée. La ville déshumanisée, c'est celle de Métropolis en 1927, c'est celle du Néo-Paris de 2084. C'est une ville dans laquelle eh bien, il y a trop de tout, trop de pollution, trop de circulation, trop d'habitants, et finalement, il n'y a plus aucun respect
l'humain ne peut plus y avoir aucune dignité, d'une certaine manière. Pire encore, la vision post-apocalyptique de la ville qui a émergé depuis la fin de la dernière guerre mondiale nous révèle un sentiment extrêmement fort que nous ressentons, mais que nous ne disons pas souvent très explicitement, qui est le sentiment d'être orphelin d'un sanctuaire. Jusqu'à présent, les champs de bataille, vous le savez, étaient à l'extérieur de la ville. La ville était organisée avec des remparts autour d'elle. Nous étions protégés par la ville. La ville était d'une certaine manière un havre, un lieu de sécurité, un refuge. La dernière guerre mondiale a désanctuarisé la ville. Les bombes qui tombaient, la destruction des civils qui ne sont pour rien a priori dans la guerre, qui en ont souffert. À partir de cette période-là, désormais, la ville n'est plus un sanctuaire. Et nous sommes d'une certaine manière orphelins. Il nous manque ce refuge, il nous manque ce lieu où nous étions à l'abri, nous étions chez nous. Tout ce qui fait la différence entre house et home. Ce home, désormais, nous manque, nous ne sommes plus à l'abri nulle part. Et en tout cas, certainement plus dans la ville. Donc cette vision post-apocalyptique nous est renvoyée de multiples manières depuis pratiquement 70 ans. Donc vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des visions utopiques de la ville, de belles visions. Oui, certes, il y a de belles visions, mais souvent que je qualifierais de vénéneuses. Prenez par exemple Aerium, cette tour dans les étoiles, enfin dans les nuages d'Altered Carbon, qui est à peu près la même que celle d'Elysium de 2013. Eh bien, vous êtes quelque part, loin là-bas, très loin de la Terre. Les gens continuent de s'entretuer, de mourir sur Terre, mais dans ces villes, vous êtes à l'abri de tout. Ils vivent, les riches, les immortels, ceux qui n'ont plus que faire de la Terre elle-même. Et en miroir, eh bien, vous avez quasiment cet effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans les étoiles, dans l'espace, chercher des mondes meilleurs, eh bien, nous allons sous l'eau et nous développons des villes sous-marines, là encore, en laissant la Terre en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort en fait, pour organiser la Terre, pour l'améliorer, pour améliorer les villes qui y sont, mais au contraire, on fuit et les utopies se retrouvent dans des mondes où on fuit. Le projet Vide-Ciel que vous voyez là-haut à Londres est du même ressort. Il s'agit de créer des lieux au-dessus de la ville où on peut fuir ses embouteillages, on peut fuir ses odeurs, ses bruits, etc., sa lumière, et on se retrouve dans des lieux, et si ça a la forme d'un lotus, vous savez que les lotus poussent sur des eaux sales, sur des eaux troubles, eh bien c'est précisément l'image à laquelle renvoie cette utopie. Donc, bien évidemment, dans cet esprit-là, si on veut avoir de vraies villes, des villes radieuses, positives, porteuses d'énergie, où nous avons envie de vivre, des villes aimables au sens premier du terme, c'est-à-dire que l'on a envie d'aimer, eh bien, il faut aller ailleurs. Là, la science-fiction nous offre des ailleurs avec des villes absolument magnifiques, que ce soit en bas, des villes dans des satellites, dans l'espace, ou bien que ce soit sur d'autres planètes. Mais là, on a le sentiment que si on est ailleurs, en dehors de la Terre, alors on peut à nouveau avoir droit à cette perspective d'une ville radieuse. Par contre, si on reste sur Terre, eh bien, on a ce passé qui nous colle à la peau, on le voit à travers les images de ce qu'on appelle aujourd'hui le rétrofuturisme, où certes, là, on a des jolies couleurs, on a des formes agréables, mais vous voyez que le premier véhicule que vous voyez, eh bien, c'est un véhicule armé de surveillance, quasi militarisé. Si vous prenez l'afrofuturisme, vous avez ici la ville d'Akon, eh bien, certes, vous avez des formes un peu plus rondes, un peu plus souples, mais quelque part, vous avez toujours là la vision des gratte-ciel et de la ville d'aujourd'hui. Donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui dans cet imaginaire de la ville que nous essayons de développer, c'est comment échapper à ces visions dystopiques qui, même lorsqu'elles nous décrivent des villes belles, eh bien, nous décrivent des villes ailleurs que sur Terre, dans des endroits où, par définition, nous ne pouvons pas aller. Alors, si nous regardons un petit peu les tendances réelles qui émergent aujourd'hui,
ce que nous voyons dans les projets, c'est effectivement des projets qui sont porteurs, en fait, d'une vision de la ville que je qualifierais de plus raisonnable, de plus raisonnée. Vous voyez par exemple Sandbabel. Sandbabel, c'est un projet qui a été réalisé qui a été proposé par des architectes chinois. Il ressemble beaucoup à ce que vous voyez à côté, les Garden by the Bay qui existent aujourd'hui à Singapour et qui sont assez extraordinaires par ce qu'ils représentent en termes de technologie et d'écologie. Dans Sandbabel, vous utilisez en fait des imprimantes 3D, vous utilisez le sable du désert et vous construisez des villes extrêmement écologiques. Mais on voit bien ici qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si les êtres humains avaient envie de vivre dans des déserts. Inversement, si vous prenez Elysium City en Espagne, dont la construction devrait commencer en 2023, eh bien, vous avez là, certes, un univers relativement durable, assez esthétique, qui prévoit d'héberger 2000 unités de résidence, mais qui sera uniquement dédié à l'amusement, avec des casinos, des hôtels, un golf, piscine, etc. Ce n'est pas la ville de tous les jours, ce n'est pas la ville dans laquelle chacun de nous peut vivre. Donc, nous restons sur des... nous restons sur des projets urbains, intelligents, durables, mais finalement extrêmement limités, qui sont loin encore de pouvoir constituer des villes. Alors, vous l'avez bien compris, si on laisse aller la ville aujourd'hui jusqu'à son terme, les tendances que nous voyons apparaître, la tendance par exemple aux gated cities, c'est-à-dire aux villes entièrement fermées qui sont réservées à des populations notamment âgées. Si nous regardons l'hyperurbanisation où les espaces deviennent de plus en plus petits et on agglutine les gens comme des essaims, comme des ruches, ou alors des villes entièrement virtuelles où finalement notre seul espace de liberté serait des mondes parallèles comme Second Life ou la cité des Père-Mutants. On voit bien que ces modèles urbains, aucun de nous n'en a envie. Nous avons tous envie que reste cet aspect symbolique, festif, d'échange, en même temps d'organisation quand même un peu, mais en même temps nous sentons que ce modèle-là, ce modèle dominant, est complètement à bout de souffle. La ville haute que nous voyons sous ses diverses formes, qu'elles soient riches ou simplement hautes dans l'espace, et cette ville basse que constitue aujourd'hui une pauvreté urbaine galopante dans l'ensemble du monde nous interpelle. Ces inégalités ne sont plus gérables aujourd'hui, nous ne pouvons plus les accepter, nous ne voulons plus vivre dans ce modèle-là. Donc, comment est-ce qu'on gère cette situation? Alors, certains nous proposent une rétro-utopie, c'est-à-dire de retourner au temps où on pourrait simplement marcher, un temps presque idyllique, mais en même temps, nous savons bien que ce n'est pas ça non plus la direction vers laquelle nous allons. C'est-à-dire qu'il y a une marche arrière à faire qui nous semble trop vaste, alors que parallèlement, nous avons des tendances majeures qui sont en train de se mettre en place, comme le vieillissement de la population, comme la fin de l'abondance, comme l'accélération du changement technique, ou les conditions environnementales qui se dégradent, qui font que nous sommes en train de changer littéralement de civilisation. Nous sommes en train de passer du monde qui a régné, disons, ces 2000 dernières années, à un monde différent dans lequel le visuel prend de l'importance, l'accès est supérieur à la propriété, le monde entier, la planète devient à notre échelle. Nous avons des réseaux de personnes, les choses se floutent entre ce qui est privé, ce qui est professionnel. L'Alien Generation, qui est donc toute cette génération née avec le digital, présente des valeurs qui commencent à être de plus en plus radicalement différentes des générations précédentes. Et donc, nous sommes en train de subir cette transition qui fait que nous passons d'univers qui nous semblaient relativement figés à des univers complètement mixtes qui se dématérialisent progressivement. Et donc, nous sommes en train de repenser fondamentalement la manière dont nous allons vivre dans les années qui viennent. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui se préparent à ce concours, bien évidemment, vous devez vous interroger sur la manière de construire cette ville, enfin, quand je dis construire, c'est intellectuellement, bien sûr, cette ville positive, cette ville qui ferait la différence désormais dans le monde de demain. Alors, je n'ai pas de solution à vous donner, simplement vous proposer les grands instruments de la prospective. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de vous aider à comprendre de manière systémique, avec une grille de lecture, une vision globale de l'objet, mais
ce sera à vous par la suite, pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment fiable, de vraiment intéressant, de commencer par anticiper. Vous projetez dans le futur et vous demandez, eh bien, que va-t-il se passer? Quels vont être les problèmes qui vont émerger dans l'avenir et à quoi devrons-nous répondre? Imaginez une ville hyper consommatrice d'électricité, à moins qu'on ait inventé la fusion, et pourquoi pas d'ici là, eh bien, on voit bien qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Donc, le couple anticipation et proposition est absolument indissociable. Et de la même manière, designer une solution, designer un futur possible, n'est possible qu'à partir du moment où on a compris ce qui pouvait faire sens. Et cette notion de faire sens est absolument essentielle dans cette réflexion pour pouvoir essayer d'envisager un futur positif et vraiment quelque chose que l'on puisse incarner, que l'on puisse réaliser, qui ne soit pas une utopie, mais qui soit vraiment la ville qu'ensemble nous pourrions construire demain. Alors pour vous aider, je vous ai préparé une bibliographie pour ceux qui sont allergiques à la lecture, une vidéographie aussi, et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, un très grand optimisme, une très grande volonté d'aller de l'avant parce que la ville le mérite, notre vie en ville le mérite aussi, quelle que soit la taille, la forme de cette ville, eh bien c'est quelque chose de plus que nous, c'est notre miroir, notre reflet, quelque part presque notre âme sœur. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Fabienne de cet exposé qui est à la fois très explicatif de ce qu'est la nature des villes, de comment elles ont évolué, qui nous en montre beaucoup de formes, qui nous pose aussi beaucoup de questions parce que tu nous proposes quand même pas énormément de pistes concrètes là pour avancer. Moi, j'avais, pendant que Simon est en train de rassembler les questions de notre auditoire, j'avais quand même des questions sur le passé aussi. Et est-ce qu'il y a eu dans le passé des modèles de villes, des formes de villes qui paraissaient des villes durables? J'ai envie de dire que assez curieusement, les villes du continent nord-américain représentaient peut-être le modèle le plus durable. Et j'ai envie de dire assez curieusement, non pas pour la composante environnementale, mais pour la composante humaine. C'est-à-dire qu'elles étaient des villes assez foncièrement égalitaires. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'il faut dire. Vous l'avez vu sur que ce soit la ville de Pueblo Bonito ou la ville précédente, nous sommes sur des villes sans remparts, des villes qui sont vraiment très ouvertes sur l'extérieur, mis à part celle qui est la première que je vous ai montrée de Mesa Verde, mais c'était vraiment un exemple. Mais la plupart des villes de l'époque sont des villes qui sont ouvertes, sont des villes qui sont dans des échanges internationaux juste extraordinaires. Il faut quand même savoir que dans le Chaco Canyon, on consommait du chocolat. Or, la fève de cacao était produite à 3000 km de là. Donc je pense que l'ouverture sur le monde est une composante essentielle de ces villes anciennes. Et je crois aussi que ce côté égalitaire est quelque chose d'absolument essentiel. Ça me paraît vraiment la question première de la durabilité. En fait, la plupart des villes qui se sont maintenues de manière continue sont des villes qui avaient adopté notamment des systèmes politiques relativement égalitaires. C'est-à-dire que si je prends ce qu'on appelle synoesis, c'est une manière d'être ensemble. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs tribus qui venaient, qui s'installaient, qui se posaient avec de l'espace vert entre chacune pour bien marquer que chacune était sur son territoire, mais elles avaient des instances de communauté, de gouvernance commune. Et ça, ce sont des villes qui ont plutôt bien duré dans le temps. Alors après, les civilisations ont disparu, mais les villes étrusques, par exemple, fonctionnaient comme ça. On a eu quelques villes romaines qui ont fonctionné comme ça. Et celles qui ne l'ont pas fait ont disparu. Sparte, par exemple. Sparte a refusé de rentrer dans le système et a disparu. La plupart des autres villes y sont rentrées et s'en sont plutôt bien portées. J'ai envie de dire que les villes guerrières sont sans doute
Là, ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une chose très, très importante et qui nous rappelle que quand on conçoit la ville du futur, il ne faut pas seulement parler d'architecture, Voilà. il faut parler de structure politique, d'organisation interne et aussi de compétences de compétences de ses habitants. J'avais, comment dire, une autre question qui porte sur la taille. C'est-à-dire, on a l'impression dans ce que tu décris, même si comme tu nous l'as montré, la croissance des villes tend à se ralentir, puisque finalement, on va finir par saturer un petit peu la population urbaine. Euh, est-ce que elles sont est-ce que c'est inéluctable la croissance des villes? Est-ce qu'il n'y a pas, maintenant qu'on a des nouvelles possibilités de transport et de numérique, la, la, la possibilité de supprimer ce qui est le facteur de croissance des villes qui attire, mais pour quelles raisons? Est-ce que ça ne peut pas se faire sans que les gens viennent sur place? Alors ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, c'est-à-dire que comme à l'époque de l'URPS, c'est-à-dire cette immense ville latine qui en fait était le cœur de l'Empire romain, là on est arrivé, si cette croissance urbaine se tasse, c'est aussi parce qu'on arrive à un seuil où elle n'entraîne plus que des dysfonctionnements. Donc, lorsque les gens vont en ville, c'est parce qu'ils ont l'espoir d'y trouver des opportunités. Aujourd'hui, avec le télétravail, avec une population de plus en plus éduquée qu'on peut trouver partout, aujourd'hui, un jeune Africain codeur a autant de place sur le marché du travail indien ou américain que n'importe qui d'autre. Et il peut très bien travailler depuis Lagos ou depuis le Kenya. Donc, oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. On sent bien qu'il y a un mouvement de bascule qui est en train de se faire et qu'on est probablement à la fin de l'ère des mégacités. Ça, je crois que c'est assez clair. Les gens n'ont plus envie de perdre 2 heures dans les transports tous les jours, outre le facteur écologique pur. Mais je crois que c'est simplement… c'était déjà là avant la Covid, mais je crois que là, c'est devenu… il y a vraiment quelque chose qui a basculé. Ça fait 1 an que beaucoup de gens télétravaillent 2 jours, voire 3 jours par semaine. Et d'un seul coup, ils ont pris conscience du gain de temps, de ce qu'ils pouvaient faire de leur vie pendant ce temps-là. Et ça, je crois qu'il y a de plus en plus, on le voit, hein, ne serait-ce qu'en France, on considère qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui ont quitté Paris définitivement durant l'année écoulée pour aller… Alors, ils ne vont pas au fin fond de la province, contrairement à ce qu'on imagine, hein, ils ne vont pas dans les villages, mais ils vont dans des villes de taille moyenne. Ça a bénéficié à Tours, à Vendôme, à Nantes, pas trop à Nantes, même plutôt à Angers finalement. Enfin, voilà, des villes plutôt de 100 000, 150 000 habitants qu'on considère encore à taille moyenne, mais qui ont des hôpitaux, qui ont tous les services dont on a besoin en fait. D'accord, ce qui répond un petit peu à la première question, puisque je vois déjà 3 questions de nos spectateurs, de Mohamed Al-Biyat, qui nous dit la ville et l'épidémie. Une question importante suite à ce qui se passe actuellement avec le Covid-19. Où devons-nous placer cette question qui rend la ville non attractive? Mais je pense que tu y réponds un peu avec cette possibilité ça nous a permis de comprendre que le vivre en dehors de la ville, tout en travaillant dans des structures qui sont peut-être basées dans la ville, était possible. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on a appris de l'épidémie? Oui, je crois qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une chose qu'on a appris, c'est que nous avons un besoin essentiel de renouveler notre bâti. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notre bâti était comme j'essaie de le montrer, vous aviez d'un côté les lieux de résidence, de l'autre côté les lieux où on allait travailler. Il faut savoir que ça, c'est assez moderne parce que globalement, jusqu'à la fin du 18e, on travaillait chez soi. Bon, mais ensuite, on est parti travailler dans ces espaces dits d'espaces de travail, donc les usines, puis les buildings, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on veut travailler chez soi à nouveau, on en a la possibilité technologiquement et légalement, mais l'habitat n'est absolument pas adapté. Et donc ça, je pense qu'il y a des choses qui vont surgir. J'ai déjà commencé à voir des bâtis assez intéressants avec une tour, disons, avec une façade qui est la façade dans laquelle on rentre dans l'appartement par l'entrée familiale pour les poussettes, les enfants, etc. Et de l'autre côté, sur l'autre façade du bâti, c'est l'entrée professionnelle du bâtiment. Et en fait, à l'intérieur, on a les appartements qui donnent sur les deux aspects avec une partie professionnelle et une partie… Voilà, donc il y a des pistes qui sont en train de se dessiner. On sent qu'il y a une repensée de la ville
qui est en train de se faire. Maintenant, c'est une repensée qui, à mon sens, n'est pas suffisamment radicale encore. On a besoin d'aller beaucoup plus, on a besoin de casser le modèle dominant. Et ce modèle dominant, on le voit, on le porte avec nous, en nous, depuis pratiquement 6000 ans. Et donc, on a du mal à s'en débarrasser. Mais c'est là où on attend aussi les jeunes générations qui doivent être capables de repenser les choses. D'accord. Simon me rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q&A de Zoom. Hein. Alors, il y avait une autre question qui est: en quoi les villes nord-américaines sont-elles des villes durables et égalitaires? C'était les villes nord-américaines il y a 3000 ans. Oui, oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. C'était celle du tout début. Je parle des villes, ce qu'on appelle les civilisations méso-amérindiennes, c'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, ce serait les Hopis, voilà, pour vous donner à peu près l'équivalent, les Iroquois, les Hopis, c'est voilà, les tribus indiennes, en fait, vraiment amérindiennes. J'ai une question de Matteo Tonelli qui nous dit: j'ai l'impression que dans le passé, la ville était l'espace de l'espoir mais de la pauvreté, la coalition royale se resserrant dans le château. Or, pensez-vous, dans les villes-mondes modernes, Hong Kong, Milan, Londres, le phénomène inverse est en train de se produire? Le bouillonnement populaire est-il une caractéristique vitale ou accessoire d'une ville? Ouf. Voici une question. Est-ce qu'on doit imaginer comment dire, des villes paisibles ou des villes populeuses? Est-ce qu'on est le plus heureux? Vous êtes le plus heureux là où vous êtes le plus riche et vous avez le plus de pouvoir, comme partout, par définition. C'est-à-dire que si la ville, notre modèle de ville, ce modèle de ville dominant que j'ai essayé de montrer comme espèce dominante pour montrer qu'il y avait une biodiversité possible, c'est un modèle dans lequel il y a forcément une ville haute et une ville basse. Et ça, que vous alliez sur n'importe quel continent, vous allez retrouver ça. Dans la ville haute, vous avez effectivement les mieux nantis. Dans la ville basse, vous avez les plus pauvres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités sont telles qu'on a des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, et l'accroissement si l'accroissement de la richesse ne pose pas de problème, l'accroissement de la pauvreté pose problème. Et je pense que ça, c'est une problématique forte, notamment dans les très grandes villes. Maintenant, en fait, ce que la question décrit, c'est si on ne veut pas qu'il y ait ce bouillonnement. Alors, est-ce que le bouillonnement, c'est forcément une opposition entre une classe très riche et une classe très pauvre? Je ne le crois pas. Je crois que le bouillonnement, c'est à partir du moment où il y a ce qu'on appelle le cosmopolitanisme, c'est-à-dire où on peut rencontrer des gens qui proviennent du monde entier, où on entend parler toutes les langues et où il y a tous les corps de métier. Là, on a quelque chose qui fait sens, qui est riche, qui est plus grand que nous-mêmes. Aller dans un village rural reculé, d'abord, ce n'est pas une ville, mais c'est vrai qu'on y est calme, on y est tranquille, mais je pense que c'est autre chose. On n'est pas dans le fait urbain. Et un petit peu d'ailleurs dans la même perspective, mais en la mettant dans une visée politique, Bastien Thibault nous dit: si on regarde du côté de la géographie phénoménologique, on trouve Augustin Berg qui, dans son livre Écoumène, tire à boulet rouge sur les villes diffuses et se fait le chantre de la surdensification pour en créer le lien politique de la cité. Est-ce que ces propositions pourraient être reprises à un niveau pratique? Alors, si vous comptez répondre au concours, je ne vous répondrai pas. Ah, okay. On peut quand même. Non, là, c'est pas de jeu là. Non, bien sûr, je plaisante. Non. Je pense que c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre que le politique aujourd'hui se construise sur la ville. Le problème, c'est qu'à partir du moment où nous avons sorti le politique de la ville pour le transférer dans l'État, nous avons d'une certaine manière dépolitisé la ville. Aujourd'hui, l'élu est moins élu sur une base politique au sens politicienne que sur la base de sa compétence à gérer la ville. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que demain, le maire soit appointé, c'est-à-dire il soit choisi par les habitants, mais appointé, c'est-à-dire qu'il ait un contrat, un CDD pour devenir le gestionnaire de la ville et qu'il n'ait plus aucune fonction politique. Donc, il faut vraiment s'entendre sur ce qu'on va appeler le politique à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que… C'est intéressant, oui, intéressant comme idée, tout à fait, oui. Oui, est-ce que c'est l'art de gérer ensemble, en fait. La ville diffuse, enfin,
Œcumen est un ouvrage passionnant, ce qui a donné lieu à beaucoup d'autres ouvrages sur ce thème, et c'est clair que Berck avait une vision des choses. La surdensification reste un mythe de la concentration du pouvoir. Et ça, je pense, alors bon, je ne suis pas politologue, c'est peut-être le défaut de mon regard, ou le biais au moins de mon regard, mais je crois qu'il faut être très, très vigilant. En réalité, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les budgets participatifs ou toutes les tentatives de repolitisation, d'une certaine manière, de la ville, elles se font au niveau des quartiers. Elles ne se font plus au niveau de la ville centrale. Donc ça, je ne crois pas. D'accord. Je crois pas. Mais maintenant, voilà, peut-être que je vois pas tout dans ce domaine, mais loin de là même. Mais voilà, je pense qu'il faut être très vigilant. Je crois que plus le cosmopolitanisme est grand, et plus c'est difficile de gérer de manière extrême des systèmes extrêmement densifiés. J'ai plein d'autres questions qui arrivent. Alors, Frédéric Lefebvre nous demande, la ville ne serait-elle pas un concept obsolète parce qu'aujourd'hui apparemment inutile, voire nuisible? J'ai Nicolas Lavaux qui nous dit, est-ce que les grandes villes et les politiques de métropolisation actuelles constituent un modèle durable? Faut-il repenser l'urbain à une autre échelle? Et donc, mise en question du modèle même, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je crois que c'est le fondement. Merci Frédéric pour ta question, mais je pense que c'est le cœur de la problématique. C'est que je ne sais pas si la ville en tant que ville est obsolète, parce que je pense que le lien affectif que nous avons à la ville, ce lien de concordance, est quelque chose où je ne vois pas par quoi on pourrait le remplacer. Et qu'il y a des moments où il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où nous sommes sortis des systèmes religieux et des systèmes idéologiques, la problématique de l'homme moderne, c'est la solitude. Quelque part, une ville dans laquelle on se sent bien, on n'y est jamais seul. Et je crois que c'est encore une des rares choses qui nous reste pour lutter contre la solitude presque existentielle de l'humain. Donc, j'aurais tendance à dire non, c'est pas un concept. C'est pas un concept obsolète. Par contre, le modèle dominant est clairement obsolète et depuis longtemps. Et là, il est urgent d'en changer. Ça, c'est une évidence pour moi. Alors, j'ai une question ici de Jean-Baptiste Boissou qui nous dit, merci pour votre présentation, pensez-vous que le facteur limitant dominant l'évolution du modèle de la ville soit social, comme vous le soulignez par cette représentation que nous suit depuis 6000 ans, ou plutôt technologique par les transports ou l'énergie? Et dans le cas de la dominance du facteur social, quels seraient les leviers principaux de métamorphose? Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'ils sont sociaux parce que l'étude de la ville, alors ma spécialité dans la ville, hein, comme vous l'avez remarqué, c'est la ville de l'ère pré-chrétienne. Ce qu'elle nous montre, la technologie n'était pas si développée que ça, ou n'était pas un facteur si puissant que ça. La plupart des villes se sont créées sur des aspects religieux, par exemple, ou des aspects idéologiques, avant d'être sur des aspects techniques. Donc, pour moi, la technique est un moyen plus qu'une fin en soi. Par contre, ce que je crois fondamentalement, c'est que le modèle de ville dominant, c'est-à-dire le modèle d'Uruk, n'a été rendu possible que par la dimension. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la taille même de la ville fait qu'on ne peut pas échapper à une structuration extrêmement forte. Donc, si on devait effectivement changer ça, les leviers de la métamorphose, c'est bien évidemment la capacité de prise en main des êtres humains. Imaginons que demain, nous ayons en place un revenu universel de base, que nous n'ayons plus à travailler. Tout ce temps libre soudain dégagé, nous pourrions l'investir dans la ville. Et à ce moment-là, on serait en face d'une transformation juste extraordinaire. Extraordinaire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à la fois, enfin, on vit tous à 100% de notre temps, enfin à 150% de notre temps entre la famille, le travail, la carrière, les réponses aux mails, que la ville, elle est devenue, on l'a déléguée, on a laissé d'autres la gérer à notre place. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle fonctionne si mal. Dans Uruk, c'est quand même très intéressant parce que Uruk a pu se faire, et on oublie souvent ça, parce que la ville était l'employeur principal. On oublie ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque habitant de la ville devait donner des jours de travail à la ville. D'accord. Imaginez qu'on remette ça en place.
d'un C'est seul coup. d'ailleurs une très bonne idée. Ah ouais. On le fait au niveau national, pourquoi pas au niveau local, hein? Ah, mais totalement. Bah, simplement, si les gens qui aujourd'hui sont dans les prisons s'occupaient par exemple de nettoyer les forêts, les espaces publics, etc., ma foi, ça serait peut-être pas si mal que ça. J'ai ici une question d'Olivier Nazerolas qui nous dit: «L'habitat et l'agriculture sont et seront de plus en plus en Ouais. conflit. Ça ne conduira-t-il pas à une accentuation de la concentration et de la verticalité?» Si, aujourd'hui déjà, et c'est bien pour ça qu'on parle de plus en plus d'agriculture urbaine, d'agriculture verticale, etc. Maintenant, je pense que pour le coup, le facteur majeur qui risque d'arriver dans les 50 prochaines années de manière beaucoup plus forte que l'urbanisation, ça va être le changement climatique. C'est-à-dire l'urbanisation, le taux de croissance des villes et l'emprise sur les terres agricoles va avoir moins de poids, à mon sens, que la stérilisation, d'une certaine manière, des terres dues au changement climatique. Soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce que ce sera trop pluvieux. Et j'ai une question aussi de Guglielmo Militello qui me dit: «Merci pour la présentation. J'aurais une question. Pensez-vous que la future transformation de la ville sera influencée par les inégalités économiques et sociales croissantes?» J'espère que la future transformation de la ville permettra de résoudre les inégalités économiques et sociales croissantes, sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin, aujourd'hui, chacun d'entre nous a la perception que la ville ne répond plus à un désir de bonheur, on va le dire comme ça, global, qu'ont les gens. Ils y sont seuls, ils s'y sentent malheureux, même quand ils sont riches. Il y a un phénomène d'anonymat, d'isolement, de mal-être. Je pense que jamais la grande, mais je parle de la grande ville, hein, je ne parle pas de la ville moyenne, mais je pense que jamais la grande ville n'a été aussi douloureuse qu'elle est en ce moment. Et c'est une douleur qui n'est pas, vous voyez, c'est pas la douleur de quand on se casse un os. J'ai envie de dire, cette espèce de douleur lancinante que vous avez quand vous êtes fait piquer par un moustique et que vous passez votre temps à vous gratter. C'est quelque chose qui vous gratte, qui vous gêne, mais qui vient se poser sur votre mental, sur votre ressenti, peu à peu, chaque jour que Dieu fait. Je pense que beaucoup de gens sont malades de la ville, au sens dur du terme. Malades, au sens je vais pas bien. La ville me pèse. Alors, j'ai plein de questions. Une question d'abord technique toute simple, posée par Ève Manson, qui nous demande: où peut-on trouver la bibliographie que vous proposez, s'il vous plaît? Vous allez, je vais vous donner, alors, je vais vous donner, Ça sera sur le site, hein, de toute façon, hein, mais voilà, sur le site, vous aurez le PDF de ce que vous avez vu aujourd'hui. et les liens Bien sûr. vers la bibliographie. Oui, Euh, j'ai donné une à la fin. question donc de Jean-Éric Aubert, euh, qui nous demande: est-ce que Paris aura, à votre avis, beaucoup changé en 2100? En quoi? Pourquoi? Vaste question. Moi, je pense qu'elle aura, rien que mécaniquement, elle aura autant changé en 2100 qu'elle a changé par rapport à il y a 100 ans. C'est-à-dire que rien que d'abord notre système de transport, une des premières choses qui change les villes, c'est le système de transport et le système d'assainissement. Ça, ce sont les deux grands facteurs de changement naturel, j'ai envie de dire, des villes. Donc, on peut espérer que notre système d'assainissement va s'améliorer. De toute façon, on va pas pouvoir continuer à gâcher, par exemple, de l'eau. On flushera plus d'eau potable en 2100. Ça me paraît une évidence absolue. Donc, ça veut dire qu'on va avoir deux systèmes concurrents, un système d'eau potable, un système d'eau recyclée. Enfin voilà, donc déjà au niveau des réseaux, il va y avoir des changements. Il va y avoir clairement des changements en matière de conduite, en imaginant que la voiture autonome se soit répandue à peu près partout, sachant qu'aujourd'hui, une voiture passe 90% de son temps à l'arrêt, alors que normalement, c'est un véhicule qui est censé être en mouvement. On peut imaginer qu'à l'avenir, on aura X fois moins de véhicules et qu'ils seront continuellement en mouvement. Donc, rien que pour ça, forcément, la ville va changer. Maintenant, la ville, vous le savez, se reconstruit sur elle-même. Donc, on a eu une période très, passez-moi l'expression, mais très phallique, où la ville n'était faite que de tours et de démonstrations de puissance. On peut espérer qu'en suivant certains architectes japonais, eh bien, on est désormais des villes qui soient des villes rondes, des villes plus féminines, plus utérines, comme les architectes disent, qui changeront quand même le paysage de la ville.
J'ai deux questions sur les choses qui sont en crise ou en faillite et qui donc devraient être réparées dans la ville de 2100. La première, c'est une question très directe de Georges Amar. Qu'est-ce qui, dans les données du modèle dominant, est exactement en crise ou en faillite? Et une autre de Jean-Baptiste Boissou qui nous dit le fonctionnement des villes de façon indépendante est-il un problème du modèle actuel? Gagnerions-nous à accroître la mutualisation de fonctions entre villes au-delà du simple jumelage existant? Alors, je vais déjà répondre pour la plus facile, qui est la deuxième, c'est que la mutualisation des fonctions se fait déjà dans les petites villes. J'ai passé la moitié de ma vie à faire de la prospective territoriale et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de villes, et c'est à ça que sert l'intercommunalité, hein, qui se mettent ensemble pour pouvoir gérer des équipements communs, rationaliser, etc. Donc oui, et surtout dans les villes des pays en développement, j'ose espérer que la mutualisation prendra le pas sur l'acquisition vraiment d'objets urbains qui n'ont pas beaucoup de sens et dont l'existence n'a d'intérêt qu'en étant mutualisée. Donc ça, oui, je suis sûre que aujourd'hui, si vous voulez, ce qui prend le pas à peu près partout, c'est ce qu'on appelle l'organicité. L'organicité, c'est le fait que les développements soient organiques, c'est-à-dire qu'ils soient liés comme les organes d'un corps. Donc, du coup, le fonctionnement indépendant n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ça, je pense que oui, c'est une très bonne question parce que je pense que nos villes deviendront de plus en plus… Si nous loupons cette étape-là de mise en commun, d'organicité, nous aurons des villes sous dôme. Enfin, je veux dire, vraiment, on part vers cette ligne de science-fiction où on aura des lignes autarciques et sous dôme. Alors, Georges, sur ta question sur qu'est-ce qui, dans le modèle dominant, est en faillite, il y a d'abord, donc la première chose, hein, c'est ville haute, ville basse. Dans le modèle dominant, ceux qui étaient dans la ville haute prenaient soin de ceux qui étaient dans la ville basse. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y avait quelque chose de très étroit entre les deux, comme on peut retrouver encore dans des villes indiennes, par exemple, qui ont encore conservé cette tradition forte d'échange, de charité, d'une certaine manière, etc., entre ville haute et ville basse. Ce qui ne fonctionne plus du tout chez nous, c'est le fait que la ville haute ne s'occupe plus de la ville basse, du tout. Et que ça reste… Une fois encore, parce que, spécialement en France, on a tout délégué à l'État. Donc, on n'aide plus parce qu'on paye tous une CSG, etc. Et donc, on ne voit pas pourquoi on aiderait directement. Enfin, je pense qu'il y a un problème quand même de cet ordre-là, qui est qu'à force de déléguer à l'État des fonctionnalités purement humaines, on finit par ne plus assumer ces éléments-là. Sur les fonctionnalités qui ne fonctionnent plus, entre guillemets, oui, je pense qu'il y a de moins en moins de villes festives. C'est-à-dire que la festivité se limite à certains endroits et on sent bien que quand on la remet en place, alors je pense notamment à Lyon, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Lyon, et la fête des Lumières, etc., dès qu'on a remis en place le festif, on a recréé du tissu social. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui, ne serait-ce que pour des raisons financières ou autres, ont abandonné ce côté festif. Or, le côté festif, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est-à-dire ce n'est pas la fête pour la fête, c'est le lien social, c'est la cohésion, c'est une manière de maintenir l'espace sacré. Et l'espace sacré est absolument essentiel en tant que fonction. Donc, je crois moins au fait qu'il y ait des éléments du modèle en faillite que le fait que le modèle lui-même n'est plus adapté, n'est plus mis en œuvre dans l'ensemble de ses fonctionnalités. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus eu tendance à considérer la ville comme un espace fonctionnel et à perdre complètement de vue le fait que c'était un espace communautaire. Et donc la destruction de la cohésion sociale est quelque chose qui est extraordinairement d'abord pénible et aussi coûteux. La plupart des interventions des pompiers, par exemple, pourraient être effectuées par les habitants eux-mêmes. On appelle maintenant les pompiers pour demander si la personne qui est allongée sur le trottoir en face de la maison n'est pas morte. Je veux dire, il suffirait d'aller voir, ou pour descendre la dame du premier étage pour aller faire ses courses, enfin, des choses qui sont assez ahurissantes. Et donc, il y a cet aspect, communautaire, politique, social, qui est indispensable dans la ville et qui est en train de disparaître. J'ai encore d'autres questions là. Jean-Baptiste Boissou demande: que pensez-vous du modèle de la ville du quart d'heure? Ah.
Ouais, écoutez, c'est pas une si mauvaise chose. Alors, moi, personnellement, la ville du quart d'heure, dès qu'on norme trop, ça me gratte un petit peu. Moi, je substitue le concept de ville-vallée. Il se trouve que je viens de l'Est de la France, là-bas, il y a des vallées. Et on fonctionne bien à l'intérieur des vallées, c'est-à-dire dans des espaces qui sont joignables, même quand il neige, même quand il gèle, même quand tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on reste très près de la toponymie, de l'endroit où on vit. Il faut qu'il y ait un flux naturel. Je pense que si on dessine comme on a voulu dessiner les départements à un jour de cheval du chef-lieu, on ne s'en sortira pas comme ça. On ne peut pas dessiner à 15 minutes autour d'un point central. La ville doit se définir sur des espèces de fluidité. C'est-à-dire que si vous prenez Marseille, par exemple, Marseille est fait de coupures, de fractures. Vous avez deux grandes barres qui structurent Marseille. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des ponts, vous n'y arriverez jamais. Par contre, de chaque côté de ces barres, vous avez des vallées qui s'organisent. Et je pense que je pense que le concept de vallée est un concept très puissant. D'ailleurs, on l'utilise pour créer des Silicon Valley, des Chemical Valley, des Whatsoever Valley. Mais en fait, ce concept de vallée pour l'habitat serait très intéressant aussi. D'autant plus que la problématique d'aujourd'hui, c'est quand même de remixer habitat et lieu de travail. C'est-à-dire de dézoner, enfin. Alors, quelques questions. Victor Martin-Gézek nous dit « Étant donné les problèmes structurels de nombreuses villes, il semble aujourd'hui difficile de réinventer la ville en partant de l'existant. Peut-on vraiment réinventer la ville sans repartir de zéro, en abandonnant celle existante pour en construire de nouvelles ?» Ça, c'est une première question. Donc, les contraintes du bâti. Hein. Olivier Nazerolas nous dit, n'est-ce pas, comment vont se structurer les relations entre les hommes et les contraintes écologiques qui vont façonner la ville de demain, et donc pas une ville, mais des villes qui rassembleront des gens d'intérêt et de vision commune. Mohamed Al-Buyat nous demande si la Green City peut être une solution, notamment dans les villes moyennes. Et donc, des problèmes ici de quelles vont être les structures donc, qui vont permettre de construire de nouvelles villes. Est-ce qu'elles sont adaptables aux villes existantes ou est-ce qu'il faut repartir de zéro? Et est-ce qu'on doit aller vers les villes vertes et des villes je dirais, basées sur l'humain plutôt que sur les infrastructures? Alors, ma première réponse, c'est que reconstruire ailleurs, bien sûr, c'est tellement plus facile, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de celles qui existent. Alors, si vous pouvez m'assurer qu'en construisant ailleurs, vous emmènerez toute la population avec vous, parfait, génial. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai. On sait bien qu'il restera toujours ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, pas les moyens d'aller dans la vie nouvelle. Ceux-là, on en fait quoi? Donc, personnellement, je ne suis pas pour créer ailleurs. Mais bien évidemment, c'est toujours possible, mais je ne suis pas pour. On le voit avec Jakarta, par exemple. Jakarta qui est en train de se déplacer pour échapper à la montée des eaux. Et on voit bien, les seuls qui partent, ce sont ceux qui en ont les moyens. Les autres vont rester là. Ils vont rester dans des conditions juste hallucinantes. Donc, non, je crois qu'il faut vraiment qu'on retrousse tous nos manches et qu'on transforme les villes dans lesquelles nous sommes. Alors, ça veut dire peut-être les dépeupler, ça veut dire qu'il faut peut-être amener Paris à 1 million d'habitants intramuros. Ça veut dire qu'il faut peut-être restructurer les environs pour en refaire de vraies villes et non pas des villes dortoirs ou des villes dépendantes. Il y a de multiples choses à faire. Je pense qu'il y a tout à réinventer, mais je crois qu'il ne faut surtout pas construire ailleurs. Ça me paraît important. Maintenant, la notion de Green City, elle me gêne par beaucoup d'aspects. Elle me gêne d'abord parce que souvent, elle oublie l'humain. Les modèles de Green City que j'ai pu étudier sont très technocratiques quelque part. Et ça me gêne. Je veux dire, une personne âgée qui a 90 ans, qui est peu mobile, qu'est-ce qu'elle fait dans votre Green City où il ne peut pas y avoir de véhicules qui circulent, où il faut constamment qu'elle… alors vous allez me dire, en général, elle ne conduit pas à 90 ans, d'accord. Mais en fait, pour des gens sains, en bonne santé, qui n'ont pas de poussette, qui n'ont pas de handicap, qui n'ont pas une jambe cassée, voilà. Et je pense qu'il faut un peu sortir de ça. Donc le tout green me gêne comme le tout humain me gêne. Je veux dire, humain et nature sont indissolublement liés.
Et je pense que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, en tout cas une bonne partie de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est lié à l'opposition nature-culture que nous avons fait. Si nous savons retricoter culture et nature, je pense que nous saurons retricoter une ville qui fasse sens pour nous et dans laquelle nous aurons plaisir à vivre. J'ai une question une suggestion aussi de Ismaïl qui nous dit: la ville actuelle est-elle trop figée dans le temps pour suivre l'évolution exponentielle et tendances actuelles? Peut-être faut-il penser à une architecture réversible où les bâtiments peuvent Oui. changer d'usage. Oui, vous avez absolument raison. Alors ça, c'est notamment le cas au Japon. Et ça, j'ai toujours adoré le Japon pour ça, parce que le Japon, vous savez, ils construisent, traditionnellement, hein, une fois encore, retournons 2 siècles en arrière, enfin de millénaires en arrière, ils construisaient donc avec des parois qu'on pouvait continuellement déplacer à cause des incendies d'une part, des tremblements de terre d'autre part. Nous, on construisait en pierre. Et le fait de construire en pierre, eh bien, nous donnions des destinations. C'est-à-dire que la maison, les pièces de la maison étaient préconstruites selon la destination. Si vous voyez ce que je veux dire. On construisait une chambre, on construisait une cuisine. Au Japon, vous roulez votre futon et un jour vous dormez dans une pièce et un jour vous dormez dans l'autre. Il n'y a pas de prédestination. Et je trouve que ça a un côté quand même qui est très intéressant. De la même manière que la multifonctionnalité des lieux est très intéressante. Ce qui se fait par exemple en Afrique. Quand vous allez en Afrique, vous avez un bâti qui est occupé en Afrique, dans certains pays d'Afrique, qui est occupé par exemple par une école, les jours d'école. Quand il n'y a pas école, c'est une autre activité qui se met en place, et en dehors des heures d'école, eh bien, c'est encore une autre activité qui se met en place le soir. Donc, on a ce souci d'occupation du bâti. Nous, c'est quand même hallucinant de voir que la moitié des bâtis professionnels sont vides pendant la moitié de leur vie, en réalité. Donc, oui, je pense que vous avez tout à fait raison, Ismaël. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand je vous dis qu'il y a un repensé fondamental de la ville, c'est vrai. Et une fois encore, c'est peut-être, comme ça je réponds en même temps à Georges, c'est peut-être une des limites du modèle dominant, qui était qu'à cause de la sacralisation des bâtis, et notamment des monuments, eh bien, on ne pouvait pas changer l'affectation des lieux. Dans une ville beaucoup plus égalitaire, une fois encore, hein, que ce soit l'Afrique traditionnelle ou que ce soit les populations mésoaméricaines, eh bien, dans les deux cas, vous avez une égalité sociale qui permet quelque part une occupation égalitaire et mutualisée du bâti. Et ça, c'est plus intéressant comme modèle. En tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas continuer avec le nôtre, ne serait-ce que pour des raisons de durabilité. D'ailleurs, c'est des concepts que développe par exemple Volker Hartkopf, qui est un des pionniers des bâtiments durables au département d'architecture de Carnegie Mellon. Parce que le bâti, l'enveloppe dure à peu près un siècle, hein, mais l'infrastructure, elle, maintenant, notamment, pas seulement pour les fluides, mais pour l'électricité, les réseaux, etc., sont des choses qui doivent changer régulièrement parce que l'aménagement intérieur change. Et maintenant, Hartkopf conçoit, par exemple, mon ancien laboratoire avait été conçu par lui, sont des choses où l'infrastructure technique du bâtiment est faite de telle manière qu'il est complètement flexible et peut être réutilisable. Et je me souviens, nous on bougeait les cloisons nous-mêmes, hein, de manière quasi quotidienne. Certaines fois, quand quelqu'un venait s'installer, on avait des murs qui bougeaient. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui vont être développées de plus en plus, en commençant par les immeubles de bureaux. Hein. Oui, j'en suis convaincue. Mais même chez soi. Là, si on reprend à nouveau la pandémie, il est clair que beaucoup de gens auraient apprécié sans doute de pouvoir bouger un peu les murs. Absolument. Je vois apparaître Simon, qui est sans doute là pour nous signaler la fin du match. C'est ça, Simon? Je vois ta tête souriante, mais je sens ton reproche temporel. Aucunement. Non, mais il y a plus de nouvelles questions. Je vais en profiter pour poser une petite question qui fait le lien avec différentes interrogations qui ont été exprimées. Il a été question notamment de la métropolisation et de l'échelle que prennent les villes maintenant. Et je me demandais si, et vous avez parlé du concept de vallée, qui, je pense, rejoint un peu cette idée-là aussi. Mais au moment où on dit que voilà, l'important, c'est quand même les contacts humains et qu'on
on insiste sur la nécessité d'avoir une démocratie, une politique plus participative. Est-ce que c'est véritablement compatible, ces échelles d'habitat, d'activité et en fait les pôles de décision en commun? Disons que c'est une fois encore, tout est question de taille, c'est-à-dire que on sait très bien que si on est en dessous de 2000 habitants, on est dans un village. Mais entre 2000 globalement et 20 000, on reste quand même dans une ville assez de l'entre-soi. Si on veut avoir une vallée fonctionnelle, c'est certainement des vallées de 30 000, 40 000 habitants. C'est pour ça que la question des 15 minutes de distance, je ne sais pas, oui, pour l'aménagement, mais ça, c'est tellement facile. Enfin, je veux dire, vous posez les fameux conteneurs suédois supérettes automatisés, vous en mettez un tous les 5 km et voilà, vous avez quelque chose à 15 minutes. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit ça le fond du problème. La question qui est celle du volume d'individus différenciés au même endroit, c'est ça la clé pour moi. C'est-à-dire que il faut que, pour qu'on fasse ville, il faut qu'on soit différent d'abord, parce que si on est homogène, on n'est plus dans une ville, on est dans une communauté. C'est pas tout à fait la même chose. Et la communauté très vite se ghettoise. Et on sent bien que ce qu'on appelle les auto-ghettos, c'est-à-dire que quand vous avez des populations étrangères qui se mettent ensemble, il y a un volume donné, c'est fermé sur soi, on pratique la même langue, donc on est hors de la ville. Si on veut être dans la même ville et se parler une langue commune et pouvoir échanger, il faut un minimum de population et il faut un minimum de population d'origine différente. Enfin, il faut un brassage. Il faut une différenciation forte à l'intérieur, ce qu'on appelle de l'hétérogénéité. Et pour ça, il faut des volumes qui soient quand même des volumes qui soient de l'ordre de 30 à, oui, je dirais 30 à 50 000 habitants pour faire sens. Maintenant, je pense que la ville-vallée, c'est pas une ville-vallée, en fait. Je me suis mal exprimée, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on est en train de réimaginer des villes pétales. C'est-à-dire avec au centre, si vous voulez, de la fleur, vous avez les systèmes lourds, centraux, coûteux, qu'on ne peut pas démultiplier, et vous avez des pétales qui seraient ces vallées, qui partiraient du centre et qui permettraient de vivre là, relativement tranquillement, sans avoir à faire des navettes tous les jours, et que pour des événements particuliers, eh bien, vous allez à ce moment-là dans la ville-centre. Donc, si j'essaye de résumer, parce que je vois qu'on arrive à la fin, tu nous dis un certain nombre de choses. C'est que si on veut une ville vivable et durable et qui reste une ville, il nous faut d'abord une diversité suffisante. Oui. Ensuite, il nous faut pas trop d'inégalités, même s'il restera toujours des inégalités parce que les humains sont comme ça. Ensuite, tu nous as parlé de mutualisation entre les différentes villes et de la nécessité de penser la ville sur une dimension politique et sociale et pas seulement sur une dimension, on va dire, d'urbanisme fonctionnel. Oui. Est-ce que j'oublie des choses dans les éléments Je peux essentiels? dire deux choses. C'est que je pense que l'humain ne peut pas rester humain. L'humain est conduit à se déshumaniser s'il perd le contact avec la nature. Donc ça, je pense que l'imbrication homme-nature est absolument essentielle. Et la dernière chose, c'est la dimension du sacré au sens du symbolique. Je pense qu'il faut qu'on s'invente. Alors, je comprends bien qu'on ne crée plus une nouvelle cathédrale ou de nouveaux palais insensés, mais il faut qu'on retrouve. Alors, je n'ai pas les réponses à mes questions, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on retrouve du sacré et du symbolique. C'est ça qui nous aide à faire sens des choses. Nous avons besoin de ça. Le sacré implique une notion de système de valeurs. Là, il y a plusieurs aspects. Tu parlais de la fête. Il y a l'aspect rituel et donc collectif qui est indispensable à la création d'une communauté. Mais là, tu vas plus loin. Tu dis qu'il faut que les valeurs soient symbolisées sur le plan spatial et voire architectural. D'accord. Oui. Et je prends un exemple, c'est que si on érige, si les valeurs que nous posons sont des valeurs humanistes, fondamentalement humanistes, ça veut dire qu'il faut qu'on en termine avec cette architecture ubuesque dans lesquelles on a des places immenses avec pas un banc pour se poser, il n'y a pas d'espace humain là-dedans. Enfin, je veux dire,
l'humain, c'est un bipède, mais qui de temps en temps a besoin de s'asseoir, a besoin de se reposer, qui parfois peut avoir envie de contempler, et on ne contemple pas debout, on contemple plutôt assis. Enfin, c'est tout ça, en fait. Très bien. Je vois que nous avons atteint le terme de notre conférence, d'une manière même très exacte, et je voulais te remercier beaucoup pour cette présentation extrêmement instructive, pour la discussion très très riche qui a suivi. Je voudrais remercier aussi nos participants. Je vois que j'ai une remarque finale de Georges Amar, qui, non content d'être un grand prospectiviste, est aussi un poète et qui nous dit « La nature ne serait-elle pas le nouveau sacré ?» Mais peut-être, Georges, et Oui, peut-être qu'il faut lui laisser donc cette place au cœur de la ville. avec Avatar, on le voit bien, hein, ça a été un très bel exemple. Surtout, enfin, je ne vais pas parler de science-fiction ce soir, mais vous l'avez sans doute vu derrière moi. Je pense que pour tous ceux qui sont en quête d'idées nouvelles sur la ville, la science-fiction, c'est quand même un très bel espace de l'imaginaire. Merci à toutes et à tous pour ce séminaire. Nous en ferons d'autres et je vous renvoie au site positive-future.org dans lequel vous allez trouver non seulement les transparents de l'excellente présentation de Fabienne, mais bientôt également l'enregistrement vidéographique de cette session et tout un tas de richesses bibliographiques sous forme de textes, de vidéos et autres qui pourront vous inspirer pour répondre à ce concours merveilleux organisé par Positive Future, mais aussi pour participer à la construction d'un monde nouveau et plus agréable. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Saad.